Alors maintenant, pour continuer, nous avons une difficulté. Le professeur Marielle Bouillou à côté ne nous a pas transmis sa présentation et n'est pas en ligne actuellement. Donc je vous propose une improvisation. Et cette improvisation pourrait prendre la forme d'une sorte de petite table ronde. On a beaucoup de choses à dire et il y a beaucoup d'expériences à partager sur le paludisme. On pourrait mettre sur cette table Olivier Bouchot, Bruno Pradines, et puis on pourrait avoir une sorte de grand témoin, Ibra. Voulez-vous rejoindre la table? Et puis, à bâton rompu, posez-vous entre vous les questions donc de ce contrôle du paludisme. Ça s'appelle un guet-apens, ça, Jacques. Oui, sur le R21, là, évidemment, qui est une nouvelle génération d'un vaccin déjà assez ancien, je n'ai pas bien compris quelle était la durabilité de l'effet. Et est-ce qu'il fallait envisager, est-ce que quelqu'un sait ici, quelle modalité d'utilisation on va envisager? Je n'ai pas l'impression que l'on ait des modalités différentes d'administration et des durées beaucoup plus prolongées d'action. Ce qui nous a été montré, c'est un taux de protection pendant la phase d'un an supérieur. Maintenant, je n'ai pas la réponse à ta question. Et la deuxième chose, je ne sais pas si on a aussi la réponse, c'est c'est quoi les engagements financiers finalement à l'échelon, pourquoi pas du Fonds mondial, etc. En termes de combien, mais c'est ce que tu as évoqué. Pourquoi on a mis 50 ans pour faire un premier vaccin? Et finalement, quel est le niveau des financements? Est-ce que c'est une maladie négligée finalement d'une certaine façon ou... Peut-être juste sur cette dernière question, puisque c'est une question qui est en rapport avec le Fonds mondial. En fait, ça n'est pas une maladie négligée, Pierre-Marie. Au contraire, c'est une maladie qui préoccupe, qui arrive quand même en tête des préoccupations de beaucoup de pays, notamment évidemment en Afrique subsaharienne. Et le lobby, au bon sens du terme, pour que des financements conséquents soient consacrés à la lutte contre le paludisme est assez puissant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à tort ou à raison, quand on regarde par exemple au Fonds mondial la structure des financements contre le paludisme, c'est essentiellement centré sur les moustiquaires. Or, Bruno Pradines nous a très bien montré, y compris des moustiquaires dites de deuxième génération dans lesquels il y a les derniers produits et éventuellement des produits combinés. Le problème, c'est que, comme Bruno Pradines nous l'a montré, si j'ai bien compris, avec la nouvelle souche, avec le nouveau moustique, on est dans une situation où la quasi-totalité des produits, y compris les produits de dernière génération qui imprègnent les moustiquaires, ne seront plus efficaces. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et là peut-être que Ibra pourra nous donner son point de vue, parce que c'est un débat sur lequel j'ai du mal encore à apprécier la réalité, c'est que il semble que les moustiquaires imprégnés, massivement financés par le Fonds mondial, soient finalement peu utilisés par les gens, particulièrement quand on s'éloigne des zones, on dira à peu près couvertes par un système de santé qui fonctionne. Autrement dit, le taux d'utilisation des moustiquaires, même imprégnés, même avec des produits de dernière génération, est faible. Et je ne sais pas comment
s'il est possible d'améliorer cette situation, s'il y a des modèles qui montrent que cette situation est améliorable. Et enfin, pour finir, je parlerai d'United, parce qu'United est un bailleur certes beaucoup plus petit que le Fonds mondial, mais qui a précisément comme objectif de financer des produits innovants dans la lutte contre le VIH, le paludisme, la tuberculose et d'autres maladies. Mais sur le paludisme, il y a une initiative, il y a ce qu'on appellerait à l'ANRS une action concertée, c'est-à-dire des plateformes de réflexion sur les produits innovants. Et c'est vrai que dans l'état actuel des choses, côté produits innovants, c'est-à-dire côté médicaments et côté moustiquaires, le pipeline n'est pas extraordinairement intéressant, et que finalement, on a quand même l'impression, c'est pour ça que je trouvais tout à fait passionnant d'avoir la présentation d'Alidou Tinto et du dernier candidat vaccin, parce qu'on a un peu l'impression que la seule piste qui nous reste et qui a peut-être un potentiel de durée dans le temps, c'est le vaccin. Mais là, peut-être que Ibra, pour l'utilisation sur le terrain, et Bruno Pradine sur les derniers produits, peut-être vous pouvez éventuellement nous éclairer sur ce qu'il y a comme possible, enfin, ce qui est possible. Bon, cher ami, en tout cas, je pense par rapport... je ne vais pas répondre directement à votre question. On m'a pris par surprise dans la table ronde. Je vais participer. Par surprise. Alors, moi, j'ai un souci par rapport à tout ce qui est fait. On fait beaucoup d'efforts sur le PALU, le Fonds mondial. C'est beaucoup investi. On a suivi un peu tout ce qu'on investit en matière de... Et il n'y a pas de résultat. Moi, j'ai des soucis. J'ai un souci par rapport à mon pays. Nous avons fait beaucoup d'efforts, si vous avez bien vu, avec les financements Fonds mondial. Au début, quand on parlait de... On était à New York il y a 20 ans. Quand on parlait du Fonds mondial... D'abord, les 10% des financements devaient aller sur le sida. Bon, je n'ai pas voulu réagir tout de suite. Bon, et maintenant, on se rend compte que on nous a demandé de négocier à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que tout le financement est sur le sida. Après, on a dit qu'il faut donner les 30%, je pense, au paludisme et à la tuberculose. Bon, ce qui m'a un peu étonné tout à l'heure quand je voyais sur la première session, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, le sida est à 30%, les autres ont pris les 70%. Le paludisme et et la tuberculose. Alors, et pourtant, il y a beaucoup de financement. Il y a Rollback Malaria et je pense qu'il y a tellement de financement sur le palu. Et on n'arrive pas encore à trouver la solution. Donc, je pense que nous devons continuer à faire des efforts sur le vaccin. À faire des efforts parce que je ne suis pas sûr, personnellement, que si nous continuons après 20 ans dans cette marche, on arrivera à mettre fin à cette épidémie-là. Alors, maintenant, j'étais étonné chez moi. On disait qu'on allait aller... On était le bon élève pendant 10 ans au Sénégal, je pense, j'ai vu tout à l'heure la courbe. Et il y a quelques jours, le nouveau patron du PALU dit qu'il y a des inondations, parce qu'en Afrique, il y a toujours des inondations. Il y a des inondations, maintenant, on ne peut plus mettre fin, on est passé à un niveau plus élevé, une infection je ne sais pas on ne peut plus, on n'aspire plus à mettre fin au Sénégal pour le moment. Et on demande beaucoup plus de financement. J'ai vu qu'il a demandé 2 fois plus de financement, le directeur du programme. Voilà.
Donc moi j'ai ce souci. Je ne peux pas rentrer dans les détails de la vaccination, mais je ne suis pas très optimiste si nous continuons dans cette lancée. Il faut aller vite pour trouver une solution pour les vaccins. Oui, quelques réflexions un peu générales, parce qu'on a quand même toujours parlé d'une prémunition pour le paludisme. Je pense que l'histoire des maladies infectieuses et de la vaccination sont quand même assez riches en montrant qu'il n'existe vraiment de vaccin efficace que pour les pathologies pour lesquelles on a une immunité naturelle efficace. Donc, sachant qu'on est face à une prémunition, il a tout lieu de penser que le vaccin va être probablement, peut-être grâce aux super adjuvants, peut-être permettre une stimulation de l'immunité 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on imagine très bien qu'il va falloir le rebooster. Et c'est vrai que maintenant, de toute façon, on est en un tel foisonnement actuellement en vaccinologie, on voit même que ça se télescope, parce que je voyais qu'il y a un vecteur qui est adénovirus, on prend des vecteurs adénoviraux de chimpanzés pour éviter les réactions croisées qu'on a sur les vecteurs adénovirus humains, si on utilise des adénovirus humains. Et bien évidemment, l'immunité naturelle acquise va lutter contre le vecteur et contre le vaccin. Donc là, on est en train de télescoper finalement le vaccin palu avec le vaccin qui était l'AstraZeneca, qui avait également le même vecteur. Donc on est en train de vendre. Et puis bien évidemment, on pense aux ARN messagers. Est-ce que, entre guillemets, bon, je pense aux futurs ARN messagers, c'est les vaccins autoréplicants. Peut-être que ceux-là, peut-être nous ouvriront de nouvelles voies. Mais enfin bon, tout ça, ça reste encore du futur, mais c'est clair que voilà, il y a encore beaucoup à faire pour que demain nous ayons le vaccin antipaludique. Je ne sais pas si... Frédéric, moi j'ai une question de mise en pratique concrète du point de vue du pédiatre. On dit qu'il y a 3 doses avec 4 semaines d'intervalle pour des enfants de nourrissons. Déjà, le PEV, c'est pas mal, hein. Plus un rappel à 1 an, plus toutes les contraintes qu'on a pour déjà assurer que le PEV soit bien mis en place avec des ressources humaines et avec aussi une défiance vaccinale qu'on rencontre auprès des populations, avec un vaccin qui est efficace qu'à 50%. Je pense qu'il va falloir beaucoup travailler sur ces questions, si tant est qu'on puisse obtenir ce vaccin efficace à 75%. Merci. Il marche Alidou, êtes-vous toujours en ligne? Hélas, parce que l'acceptation vaccinale par les populations, je pense qu'il aurait dû pouvoir nous répondre. Je voudrais reprendre ce qui a été dit, et moi qui suis d'un optimisme plutôt pathologique d'habitude, j'ai effectivement le sentiment qu'on est en train d'entrer dans une phase, et ça concerne peut-être pas que le paludisme, très compliquée. Et pour prendre un petit peu de recul, il y a un homme de santé publique qui, si je ne me trompe pas, s'appelle Zuckerman, à l'école de santé publique de Boston, qui, il y a 4 ou 5 ans, a écrit un très bel article en nous expliquant qu'on est dans la transition sanitaire, dans la deuxième transition sanitaire, avec donc l'émergence des maladies non transmissibles, mais que très probablement était en train de se surajouter à cette deuxième transition sanitaire, sans l'occulter, une troisième transition sanitaire avec un retour en force, puisque c'est le principe de la deuxième transition sanitaire, un retour en force des maladies infectieuses. Et pour revenir sur le paludisme, et pour revenir sur la question de Pierre-Marie, de ce que j'ai compris du R21, c'est qu'en fait c'est un RTSS amélioré, donc on va grignoter quelques pourcentages d'efficacité,
Mais les difficultés logistiques auxquelles faisait allusion Frédéric et le coût que génèrent des campagnes vaccinales, surtout quand elles se désolidarisent à un certain moment du PEV, va être tel que, comme ça a été dit avec le premier RTSS, que en termes d'outils de santé publique, le coût généré et l'énergie générée par un vaccin peu efficace n'est pas forcément coût-bénéfice, et que c'est peut-être même, alors là je m'aventure sur un terrain sur lequel je n'ai pas la compétence, et donc peut-être que je dis une énormité, mais que c'est peut-être même contre-productif de se lancer dans ce chantier, sans oublier quand même qu'un vaccin peu efficace, avec probablement nécessité de faire, si on veut maintenir une certaine efficacité qui améliore les courbes épidémiologiques, peut-être des rappels tous les 2 ans ou tous les 3 ans, avec ce qui se rajoutera aux problèmes opérationnels qu'on vient d'évoquer, et qui ne seront pas faits, en tout cas pas partout, et notamment pas sur les fameux derniers kilomètres, risquent d'exposer les gamins qui n'auront pas pu récupérer leur immunité, leur prémunition, à un décalage de la période de mortalité, ce qui pose un vrai souci. Alors c'est vrai que c'est un souci de fond dans tous les programmes de lutte contre le palu, parce que quand on distribue des moustiquaires imprégnés, la question est exactement la même. Sauf que c'est peut-être plus facile de distribuer des moustiquaires imprégnés que de faire des campagnes vaccinales tous les 2 ans ou tous les 3 ans, si c'est le rythme auquel on doit être contraint. Et peut-être que sur la base de ce qu'a rappelé François, qui est qu'une maladie qui n'immunise pas ou qui immunise très mal naturellement, peut-être qu'il faut se rendre à l'évidence que certaines infections ne verront pas leur salut, entre guillemets, enfin en tout cas le salut des populations qui en sont touchées, par le vaccin, parce que 50 ans de recherche et pas grand-chose au bout, ça doit quand même interpeller, alors que dans plein d'autres maladies infectieuses, on a quand même trouvé des solutions extrêmement efficaces. Et donc peut-être qu'il faut davantage s'investir dans d'autres solutions. Et ça repose la question qu'on abordait tout à l'heure avec le Fonds mondial, c'est que peut-être que... Alors, quand je dis ça, ça fait un peu bienfaisant facilement, mais ça repose la question de l'efficacité des systèmes de soins. C'est-à-dire que si les systèmes de soins, et en revenant sur le palu, étaient un petit peu plus performants, tout simplement en payant correctement les agents de santé, peut-être que des drames de santé publique comme le paludisme et comme d'autres ne seraient plus des drames, parce qu'il y aurait l'accès aux soins qui permet au moins de contrôler les choses. Alors tout ça est facile à dire, tout ça est évidemment très, très complexe, mais on a quand même parfois le sentiment que dans les réflexions de santé publique, il y a parfois des espèces de dogmes où on s'enracine dans l'idée que le paludisme, comme le VIH, on va les régler par le paludisme, par un vaccin à un moment ou à un autre, et peut-être qu'on est dans l'erreur, et peut-être qu'il ne faut pas trop s'endormir sur ces espoirs dont on voit bien qu'on s'essouffle. Je dirais aussi là-dessus, vient de se rajouter une espèce de désengagement aussi de l'industrie pharmaceutique au niveau thérapeutique. Puisqu'il y a quelques années, dans ce que je faisais, on pouvait travailler avec par exemple avec Sanofi, monter avec eux, quand on a une molécule intéressante, au moins la preuve de concept, le premier essai clinique. Maintenant, il faut amener aux industriels, avoir passé cette phase de première phase clinique, leur ramener tout sur un plateau avant qu'ils commencent à mettre quelques sous. Et ça devient de plus en plus difficile, finalement, la recherche académique, ou etc., ou même militaire, à pouvoir travailler sur de nouvelles molécules. Donc là aussi, le futur de la nouvelle molécule n'est pas réjouissant. Je voudrais remercier les auditeurs extérieurs qui posent des questions. Il y en a 2 pour Bruno Pradine. La première, c'est: quel est le rôle de la mauvaise qualité des médicaments dans la remontada? Ça peut expliquer aussi, ça s'est vu, alors plus en Asie, puisque c'est souvent les mauvaises qualités, etc., ça commence en Asie. On voit finalement qu'il amène une certaine pression déjà par rapport à la résistance. Donc on va avoir la même chose de toute façon en Afrique. Des médicaments de piètre qualité. Voilà. La deuxième question: quelle place pour l'assainissement
au-delà de la moustiquaire. Là, on revient sur 100 ans en arrière, j'allais dire, les frères sergents, etc., où on passait par l'assainissement, les moustications, etc. Les fondamentaux, hein. Mais on y revient, je vois nous militaires, on relit régulièrement ce que disaient les frères sergents, parce que c'est ainsi qu'on a l'impression qu'on retombe à zéro, qu'on découvre des choses qu'on a découvert chez nous 100 ans avant. Emmanuel avait... Oui, un petit mot peut-être pour, en complément de ce que tu dis, Olivier, pour essayer d'ailleurs que tu ne perdes pas complètement ton optimisme naturel. Il y a quand même des situations où un vaccin, même avec d'efficacité, on va dire, modérée, peut quand même avoir un intérêt, et y compris quand ces modes de délivrance ne sont pas tout à fait simples. C'est celui de ce qu'on va appeler en bon français les hotspots, les endroits où la transmission saisonnière est très intense, où les gamins, et alors à la lumière évidemment de la remontada, des chiffres de la remontada, on voit que ces spots continuent à se développer, avec des endroits en plus en post-Covid qui sont quand même... qui infligent au système de santé, dont tu mettais en évidence quand même parfois les difficultés, qui infligent quand même des difficultés de prise en charge de gamins en grand nombre, en masse. Et dans ces endroits-là, c'est sûr que ce n'est pas un élément, une magic bullet, le vaccin ne sera pas, mais avec d'autres stratégies. Et on peut penser évidemment au Mass Drug Administration. Et il y a beaucoup de maladies infectieuses, au fond, où la distribution de masse est une stratégie. Enfin, il y en a quelques-unes. Et où la chimio-prophylaxie saisonnière, pardon, qui est aussi un des éléments de l'arsenal, en plus du reste, et moustiquaires, sanitation, j'en passe et des meilleurs. Donc finalement... ce vaccin, pour parler du R21, est quand même d'un certain intérêt, je pense, pour une maison aujourd'hui, par exemple, comme MSF, qui, après avoir été, à mon avis à tort d'ailleurs, était un peu timoré, pour le moins qu'on puisse dire, sur le RTSS, montre quand même un certain intérêt à tenter d'utiliser et à documenter, bien entendu, et à avoir un retour d'expérience, un vaccin même imparfait. Je te rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ici, on attendait, en 2020, on aurait pris un vaccin, même efficace à 50%, qui était le seuil fixé par l'OMS dans le cadre de la réponse à la pandémie. Parce qu'il y avait un grand nombre de cas et parce que, vous êtes bien placé pour le savoir, la pression sur le système de santé était importante. Donc on va voir. Mais on a encore des raisons d'être optimistes. Il y a une question là-bas. Oui, merci. Ouais, Jean-François Huetard. Est-ce qu'on peut revenir sur le vecteur et Stéphane Sipp si on croise effectivement ces compétences vectorielles, le taux d'urbanisation de l'Afrique subsaharienne, un vecteur adapté donc au milieu urbain, au changement climatique, aux inondations, Dakar, Nouakchott, Sud-Soudan, etc. Est-ce qu'on peut s'attendre en fait à des épidémies urbaines, donc transmission urbaine, et donc un changement radical de nos stratégies de lutte contre le paludisme en milieu urbain? J'allais dire oui, tout à fait, on va avoir une nouvelle épidémie du paludisme. Ce que l'on a connu il y a 10-15 ans va être totalement différent dans les années à venir. Oui, c'est pour rebondir sur la question de la personne qui parlait de l'assainissement. En fait, on est en plein dans un petit peu le mot à la mode de One Health, mais c'est clair que cette santé environnementale devient un élément crucial puisqu'il est pris en compte, enfin en déclaration au moins. Maintenant, on veut voir ce que ça va donner en pratique, mais compte tenu des moyens qui sont donnés autour de ce concept One Health, avec tous ces programmes pilotes de recherche, qui soit le projet Présode, le projet de la NRSMIE, il ira peut-être pas forcément jusqu'à la santé de l'environnement, mais à côté, il y a énormément d'initiatives dans ce domaine. Ce sera le sujet de la table ronde. Et là, on est clairement dans une prise en charge globale, et on voit bien à quel point c'est sûr que si on ne fait pas autour, et en particulier au niveau des assainissements, etc., on peut toujours chercher des moyens seulement biomédicaux et on sera toujours confronté au même problème. Donc c'est juste une parenthèse par rapport à ce qu'il y a peut-être une opportunité de l'après-Covid, puisqu'on a
pour que le One Health ne soit pas un simple gadget médiatique, politique, en disant après le Covid, on a le One Health, donc on est sauvé. Là, c'est un bel exemple de qu'est-ce qu'on peut faire en pratique par rapport à ces vecteurs et l'impact que ça a sur le paludisme et les autres maladies. Ça peut être une valeur ajoutée de ce concept dont on attend beaucoup. Tout reste à faire. Oui, et puis alors pour surfer sur la réflexion de Eric, on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps dans ce contexte-là de One Health, et on a rappelé ce matin à quel point il fallait déverticaliser les approches. Peut-être que la question, parce que il n'y a pas que le palu qui est transmis par le moustique, les moustiques. Donc peut-être la question doit être, pour être plus transversale, elle doit être s'attacher plus à tout ce qui concerne le contrôle des vecteurs, en l'occurrence, que ce soit la dengue, que ce soit le chikungunya, que ce soit le palu, etc. Et que on revient au commentaire qui a été fait sur l'assainissement. Peut-être que on peut ce commentaire l'étendre à d'autres techniques que l'assainissement qui est un peu rudimentaire, mais il y a peut-être aussi d'autres interventions vectorielles qui pourraient avoir un impact pas simplement sur la dengue par exemple, mais aussi sur le paludisme ou d'autres maladies à transmission vectorielle. Donc là, ce serait, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent sur ces approches un peu transversales sur le vecteur plus que sur la maladie spécifique, mais c'est probablement une piste dans le sens du One Health, même si c'est pas forcément simple à mettre en pratique. Je suis évidemment pas spécialiste, mais oui. Mais il y a quand même une vraie question autour de l'écosystème des vecteurs. Et on voit que les quelques tentatives qu'il y a eu, soit des manipulations génétiques de l'Anophèle, soit le Wolbachia pour la dengue, c'est quand même, c'est pas dans le vent actuel, j'ai l'impression. Voilà, c'est juste une petite remarque en termes d'action. En revanche, ce qu'il va falloir, là où vraiment, moi je comprends tout à fait ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est vraiment le système de santé. C'est-à-dire que c'est le système de santé, c'est éviter la morbimortalité, en particulier chez les enfants, une prise en charge plus précoce et une éducation pour la santé, pour se protéger par les moyens matériels. Mais c'est vrai que c'est un peu pessimiste finalement, malgré ce que nous a montré notre ami. Mais la question que j'avais posée tout à l'heure, c'était, il y a souvent quand même une relation entre l'investissement financier et le résultat. Donc je n'ai pas vraiment eu la réponse. Est-ce qu'on met beaucoup d'argent sur la recherche pour N'oublions pas que c'est le seul, il n'y a aucun vaccin, je crois, parasitaire chez l'être humain, en tout cas. C'est un peu... Donc c'est quoi? Est-ce qu'il y a vraiment des investissements massifs? Alors, je ne pourrais pas te répondre à la question parce que j'ai eu le chiffre sous les yeux, mais je ne l'ai plus dans ma petite mémoire. C'est l'investissement sur le vaccin du paludisme depuis plus de 50 ans est globalement très important. Mais comme c'est manifestement extrêmement compliqué à le faire, il faudrait que, par rapport à d'autres vaccins, que ça soit multiplié par 10 pour qu'on puisse y arriver. Et sur un autre domaine que tu connais mieux encore, sur le VIH, on est exactement dans la même situation. Il y a des investissements colossaux qui ont été mis sur le vaccin contre le VIH et on en est toujours à peu près, on va dire à peu près sur le même plan, malgré des investissements très très importants. Et donc ça pose quand même une vraie question. Et juste pour reprendre ces questions d'assainissement, il y a quand même des magnifiques exemples où ça marche. Mais partiellement, c'est les programmes de lutte contre la schistosomose, enfin les schistosomoses, où on a vu qu'en cascade, toutes les maladies du péril fécal, et notamment les diarrhées, qui sont quand même une des toutes premières causes de mortalité chez les jeunes enfants avec les infections respiratoires et devant le paludisme et autres, on réduit de 20 ou 30%, pas de 80 ou 90%. Je pense qu'on a déjà un embryon de réponse pour les années à venir, parce qu'on a un exemple absolument spectaculaire qui est celui du vaccin anti-amaril, qui est le vaccin, entre guillemets, qui vaut une poignée de centimes quand il est utilisé par l'UNICEF et les grands bailleurs, qui a une efficacité remarquable toute la vie, et pourtant
Et pourtant, on assiste encore à des épidémies sans cesse, y compris jusqu'au Brésil, y compris avec des cas importés mortels récemment en Europe et en France. Donc ça nous montre bien que la lutte, elle ne peut être que multifactorielle. C'est bien évidemment le vaccin, il est idéal, sauf quelques effets secondaires, hélas, toujours trop fréquents, mais on n'aura jamais mieux que le vaccin anti-amaril. Maintenant, c'est plus possible, même avec les nouvelles technologies. Donc c'est effectivement la lutte antivectorielle, l'assainissement. Je crois que la réponse, on l'a, et le Fonds mondial, bon, s'y attelle comme tous les différents organismes, mais c'est le meilleur exemple, hein, je pense. De même, on pourrait prendre l'hépatite B, plus compliqué encore, mais enfin, qu'on n'arrive pas à contrecarrer. Donc, on ne fera jamais mieux que ce vaccin anti-amaril. Donc, on a, entre guillemets, la barre, et ben, on peut voir un peu ce qu'il faut remplir. Lutte antivectorielle, certainement, assainissement et système de santé. Bon, moi, je dirais qu'il faudrait donc faire beaucoup d'efforts en l'absence donc disons, nous avons des difficultés pour avoir accès à ce vaccin efficace, hein, ne serait-ce que pour les pays en développement qui sont les plus touchés, les pays africains. Moi, je pense qu'il y a des efforts à faire sur l'assainissement, des efforts à faire vraiment sur la lutte antivectorielle. Alors, maintenant, pour ce qui est du vaccin, nous devons continuer à faire des efforts. Mais je pense qu'il y a un point très important. On en parle depuis ce matin. C'est les programmes verticaux. Le sida vertical, le palu vertical, la tuberculose verticale. Alors que normalement, bon, on a évoqué le problème du système de santé. Mais le système de santé, je suis en tout cas... il y a 5 ans, je disais à nos collègues au Sénégal, faites attention parce que nous devons avoir une approche centrée sur la personne. Ce serait très important parce que le fait d'avoir ces programmes verticaux, alors qu'on a un système, on aura beau mettre de l'argent sur le renforcement du système de santé, mais je pense que là, il est important d'avoir une appropriation et une intégration, je pense, des efforts au niveau des districts sanitaires. En tout cas, dans nos pays, on en a besoin. Essayer d'avoir une approche, pas seulement verticale sida, mais essayer de voir comment travailler ensemble, les communautés, les districts sanitaires, et essayer d'avancer. Parce que je pense que c'est inadmissible qu'aujourd'hui, il y a Covid, quand il y a une épidémie comme la Covid, que les gens disent qu'ils ne peuvent pas avancer dans le travail, ils ne peuvent pas faire une distribution de moustiquaires imprégnés. Je pense que s'il y avait une intégration des efforts, je pense que les gens qui sont à la base auraient pu s'approprier ce travail. Mais souvent, on met de l'argent et souvent, ça reste au niveau des ministères, j'ai comme l'impression, et qu'à la base, on ne voit pas, il n'y a pas assez de moyens. Bon, monsieur le modérateur, je pense qu'on va vous remettre... moi, j'ai une question à te renvoyer. Alidou Tinto a co-signé un papier dans Nature, qui est sorti il y a quelques mois, Consensus international Delphi. Bon, on peut critiquer les méthodes Delphi, mais bon, quand elles s'adressent à plusieurs centaines de milliers de personnes et à 150 pays, elles peuvent avoir un certain impact. Et dans ce papier, la conclusion, mais presque unique de tout ce travail, c'est restaurer la confiance de la population dans le système de santé. Oui. Moi, je voudrais poser la question de savoir si après le succès qu'on a eu avec les découvertes très rapides des vaccins anti-Covid, n'est-il pas possible justement d'utiliser cette méthodologie qui passe par l'ARN messager et l'appliquer, par exemple,
aux études vaccinales pour le paludisme ainsi que le VIH. Ça nous ouvre quand même une porte ou une fenêtre d'espoir pour ces pathologies pour lesquelles l'Afrique est très impactée. Je ne sais pas si... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas la compétence pour répondre à votre question. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que si c'était aussi simple, ça serait déjà fait. Les vaccins ARN messagers, ça date pas du Covid. Hein. Ça fait 20 ans, et même un peu plus, que le concept existe et qu'on travaille dessus. C'est certainement une voie d'avenir pour un certain nombre de maladies infectieuses, et peut-être même au-delà. Mais je crois qu'il faut se sortir de la tête qu'il y a des solutions magiques comme ça qui sortent brutalement et qu'on pourra appliquer systématiquement à tout. Ça serait beau si c'était ça, mais la vie nous a montré que la magie, ça marche pas très 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 bien dans le champ de la santé publique. Ah ben jamais rien n'est impossible. Joseph. Oui, Joseph Larmaran, JRD. Non, c'est juste pour rebondir sur une petite remarque, c'est que en fait, on parle parfois beaucoup des outils, alors un vaccin, un nouveau médicament, un élément, et puis on voit que même quand on les a, on n'y est pas encore. Et qu'en fait, la question du passage à l'échelle, de la pérennité des interventions, de leur coût, on parlait du renforcement de système de santé ailleurs, juste avant, il est essentiel. Et je pense qu'il est aussi essentiel qu'on réaffirme que toutes ces questions-là sont aussi des questions de recherche. Parce que souvent, parfois, on a l'impression que voilà, la recherche, elle va trouver l'outil, et après, c'est qu'un problème de mise en œuvre. Et peut-être qu'on n'a pas vu l'étape où on est sur un centre de pathologie, on n'investit pas suffisamment sur la recherche, sur les techniques de mise en œuvre ou sur les sciences de la mise en œuvre qui peuvent aider et guider le politique. Et on a aussi, par exemple, on n'a pas beaucoup d'économistes de la santé en France. On a des filières comme ça qui sont assez peu présentes et qui sont pourtant nécessaires si on veut arriver à guider l'action. Et notamment, parce que évidemment, je suis plus que d'accord avec ce que tu viens de dire, et notamment sur les sciences humaines et les sciences anthropologiques, parce que même quand on a un vaccin, et ça ramène à ce que disait Jacques tout à l'heure du papier de Nature, c'est qu'il faut arriver à faire en sorte que les populations reprennent confiance dans leur système de santé. Même quand on a un vaccin qui marche bien, c'est pas pour autant que tout est réglé, et tu viens de le rappeler, si la population n'a pas confiance pour diverses raisons, et qu'en pratique, le vaccin ne permet pas d'obtenir la couverture qu'il faudrait pour bloquer la transmission. Et ça, alors ça commence à venir, mais... et notamment en France, je n'ai pas le sentiment que nos décideurs sur la recherche, et nos financeurs surtout, aient compris qu'il fallait autant investir sur les sciences humaines que sur les sciences dures. Où je veux juste rebondir, c'est que on a aussi beaucoup parlé dans le VIH avec les populations clés des problèmes de stigma, de discrimination. C'est encore un élément majeur de la lutte. Là où je voudrais juste être un tout petit peu vigilant, c'est que parfois, on met l'accent uniquement sur les problèmes de stigma ou les problèmes culturels. Et pour moi, ça, c'est une question éminemment politique. Quand on voit un certain nombre d'études américaines qui vont mettre l'accent chez les HSH ou chez les travailleuses du sexe uniquement sur le stigma, c'est des problèmes de la culture de ces pays africains qui ne veulent pas entendre et ces pauvres populations. Quand on regarde dans beaucoup d'études, en fait, il y a aussi énormément de choses qui sont juste liées à la précarité. C'est toujours les plus précaires qui ont moins accès aux services. Sauf que quand on pose la question de la précarité ou de la pauvreté, cette fois-ci, c'est la question des rapports économiques nord-sud qui est en cause, et ça pose la question du lien avec les bailleurs. D'ailleurs, ce matin, on nous a présenté le Fonds mondial. Alors, dans les pays où il y a le Fonds mondial, voici les gains qui ont été observés. Mais ces gains, ils ne sont pas liés que au Fonds mondial. Pareil, le PEPFAR va s'enorgueillir que dire que voilà, il y a tant de morts évitées. Mais à qui on doit attribuer le résultat? À celui qui paye ou à celui qui met en œuvre? Quand est-ce qu'on prend en compte dans ces différents modèles la question des financements domestiques? Alors oui, beaucoup de pays africains n'investissent pas en santé autant qu'ils le devraient faire et autant qu'ils se sont engagés. Mais à un moment donné, on ne reconnaît que la valeur de l'argent du Nord investi dans les pays, et on reconnaît assez peu les investissements nationaux. Et là, ça pose une vraie question sur les rapports de pouvoir, sur la question du financement international. On ne pointe jamais du doigt la question du capitalisme,
parce qu'à un moment donné, c'est bien les rapports de pouvoir macroéconomiques et les politiques de l'OMC qui ont plus d'impact sur nos politiques de santé. Mais là, on est à des niveaux qui sont plus macro. Et un mot qu'on n'a pas encore entendu ce matin, mais aujourd'hui, on essaie quand même de parler de la décolonisation de la santé mondiale. Et peut-être qu'il faut qu'on reconsidère aussi ça. Donc oui, Olivier, tu as raison. La question de la perception des populations, il faut qu'on les creuse. La question du stigma, où je veux juste être vigilant, c'est qu'il faut aussi qu'on investisse sur les inégalités sociales de santé, sur la question économique, parce que l'intérêt du stigma, c'est que pour les pays du Nord, ça permet de se décharger sur la culture des pays récipiendaires, et ça ne permet pas de re-questionner finalement nos politiques économiques, qu'on parle assez peu, mais parce que quand la France donne de l'argent au Fonds mondial, la France elle a aussi une autre politique économique avec les pays africains et qui a autant d'impact sur la santé, même si on a du mal à le mesurer. Si je comprends bien, tu veux t'attaquer à un vaccin contre le capitalisme ou au moins contre l'ultralibéralisme. Et ça, peut-être que le vaccin mRNA pourrait nous aider. Non, mais je dis ça en plaisantant, mais ce que tu dis est évidemment vrai. Et à toutes les échelles, en France, c'est exactement pareil. Hein. La santé, c'est politique. Moi, si Jacques, tu nous permets, j'aimerais bien revenir à une question technique. Tu permets ? Oui. Parce que Emmanuel, tu as évoqué là tout à l'heure, et pour revenir sur le paludisme, sur les traitements de masse. Et je dois dire que ce n'est pas très clair pour moi le bénéfice qu'on peut en attendre. Quand on voit qu'en Asie, dans ces zones de quasi-pré-élimination, où le paludisme est hyper concentré dans des foyers où la transmission peut être relativement intense, mais où il y a une population finalement assez limitée et très circonscrite qui est concernée, des collègues comme François Nosten avaient lancé l'idée justement des traitements de masse, et ça a été... alors, je ne sais pas si les choses ont beaucoup évolué entre-temps, mais les experts de l'AMS avaient beaucoup bloqué, notamment par rapport au risque d'accroissement de la résistance. Tu l'évoquais, si j'ai bien compris, aussi pour l'Afrique. Est-ce que tu penses que c'est réellement un outil? Alors peut-être que tu pensais plutôt aux zones de transmission instables, donc plutôt aux zones sahéliennes, plutôt que dans les grandes zones de transmission du palud que sont l'Afrique centrale forestière, avec les pays qui ont été évoqués, la Nigeria, Congo, Ouganda, etc. Mais est-ce que tu penses que c'est réellement un outil qu'on peut utiliser à grande échelle? Et qu'est-ce que tu penses du risque d'accroissement de la résistance, qui est quand même un risque qu'on ne peut pas ne pas lier au traitement de masse? Non, je pense effectivement aux zones... l'expérience qu'on en a eue, qui n'est pas encore complètement terminée, qui va se terminer probablement cette année, voire l'année prochaine, c'est ce qu'on discute avec nos collègues d'MSF à Genève, c'est celle de la distribution de masse en Ituri, donc en l'est de la RDC. L'idée, c'est de pouvoir, c'est que des défaut de vaccins, c'est de pouvoir faire du préventif avec des outils curatifs, pour le dire rapidement. Mais c'est vrai, tu as raison, l'expérience, elle n'est pas encore complètement concluante. Ça fait partie des recherches qui touchent plus à la stratégie qu'au développement d'un produit. Et dans les stratégies, d'ailleurs, je voudrais effectivement aussi, bien comme toi, soutenir les propos sur les sciences sociales, on va dire en général, absolument indispensables dans ces endroits-là et dans ces moments-là. Parmi les autres contraintes qu'on rencontre, c'est aussi celle de l'insécurité. Et dans cette zone de l'Est de l'RDC, particulièrement en ce moment, c'est difficile. La question de l'accès est aussi parfois liée à l'insécurité. Et donc, il faut aller chercher, à essayer de trouver, d'inventer, de développer et d'étudier, en tout cas d'évaluer, des stratégies alternatives de distribution et de prévention. C'est pour ça qu'on aime bien les vaccins thermostables, c'est pour ça qu'on aime bien les vaccins oraux, c'est parce que tout ça facilite la distribution à large échelle dans des moments courts. Donc voilà pourquoi ces pistes-là paraissent intéressantes, en tout cas à regarder, à étudier dans ces contextes. Mais pour autant, il va se poser d'autres questions, outre leur efficacité propre, c'est celle dont tu parles sur la prémunition, l'effet sur la prémunition. Là, tu as répondu aussi. Et c'est évidemment un problème, mais il est le même pour les moustiquaires et il est le même pour d'autres outils. Donc là-dessus, pas plus de solutions. Tu peux penser qu'un gamin de 5, 6, 7 ans qui fait un palu est peut-être un peu mieux qu'un gamin qui a 2 ans et est malnutri, évidemment. Donc tu vas espérer un peu mieux.
Enfin, tout ça reste encore des champs de... On a finalement assez peu de recul, malgré tout, y compris sur la chimioprophylaxie saisonnière. On a assez peu de recul là-dessus. Et les questions, elles ont émergé au moment de la distribution des moustiquaires et à large échelle. Donc non, là-dessus, je ne peux pas te répondre. Je n'ai pas de réponse sur ce point-là. Et par rapport à la résistance oui, c'est la même question. A priori, non, sur la CPS, on est un peu... Non, c'est ça, Jacques Bouzy. Non, c'est une fausse question. Ouais. Ça fait 70 ans que l'on nous dit que le traitement de masse a été à l'origine des résistances. C'est absolument faux. Les résistances, elles naissent dans des foyers extrêmement circonscrits, restreints, à forte pression, qui vont entraîner une multiplication clonale d'un parasite ou d'un moustique qui va ensuite émigrer. Donc la question n'est pas là. Et je crois que la mauvaise presse du traitement de masse, elle continue de persister sans justification. Bruno, comment les Chinois se sont-ils débarrassés du paludisme aux Comores ? À l'entrée, en traitant toutes les personnes qui étaient sur l'île. Et à l'entrée aussi, tous ceux qui rentraient étaient traités avec un ACT. Ça a disparu. Mais c'est en train de remonter. Puisqu'après, bien sûr, ils n'ont rien fait. Ils ont fait ça pendant 1 an ou 2 pour montrer que ça marchait. Après, ils n'ont plus rien fait. Mais... C'était surtout, si je ne me trompe pas, c'était surtout en juin. Oui. Et c'est de la zone de transmission instable. C'est pas tout à fait pareil qu'en RDC Est. Ah oui, oui. Pensez-vous que nous avons épuisé le sujet à défaut des participants de la table ronde improvisée, que je remercie vraiment parce qu'ils nous ont fait une bonne animation. Si vous voulez bien, on se retrouve à 14h donc pour la suite de cette journée tout à fait intéressante. Juste pour vous rappeler quand même un point très important, c'est qu'un petit buffet vous attend.